On est parti pour cet épisode 6 sur comment débuter la calisthénie simplement. Oui, la calisthénie, c'est quelque chose qui est impressionnant à regarder, donc on a l'impression qu'il y a une barrière à l'entrée. Mais la majorité des gens ne savent pas que ça commence en fait par des pompes et des tractions, ce genre de mouvement en fait fondamental au poids de corps, mais on parle pas forcément de figures complexes. Tu vois, c'est comme dire ah mais l'alpinisme c'est dur, attends, t'imagines monter l'Everest? Oui, ok, mais en fait t'as oublié que tu pouvais simplement commencer par des petites randonnées pour t'y préparer et augmenter progressivement l'altitude jusqu'à effectivement gravir des sommets. C'est ça la mentalité Kaizen et c'est pas Inoxtag qui l'a inventé, hein. C'est un principe qu'utilisent certaines entreprises pour établir une progression durable par principe d'itération. C'est-à-dire que tu vas répéter de petites actions chaque jour qui va te permettre de progresser 1% par 1% jusqu'à finalement arriver à un niveau qu'en fait tu n'aurais même pas imaginé à la base. Ceci étant dit, je vais t'expliquer du coup comment démarrer la calisthénie sur de bonnes bases, même si tu es débutant. Donc premièrement, tu vas te fixer un objectif clair. Et oui, c'est la base. Si tu n'as pas d'objectif ou si ton objectif est flou, eh ben, tu es plus susceptible d'abandonner. T'as pas la vision, en fait. Si t'as pas d'objectif, t'as pas de direction. Du coup, ça va être difficile d'établir un plan, car déjà, bah, tu connais pas la discipline, et en plus, tu sais pas où tu vas. Donc, en fait, t'as pas la vision de l'avenir, et du coup, tu n'as pas de vraie volonté, en fait, d'atteindre un résultat. Ça reste quelque chose d'abstrait. Sache que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginé. C'est-à-dire que si tu pars du principe que quelque chose est fondamentalement vrai, bah, ton cerveau, il va le percevoir dans le réel. En tout cas, il va percevoir des signes comme quoi, ce que tu penses, être vrai existe vraiment. Alors que si tu penses que ton but, heu, le but à atteindre est flou, ton cerveau n'a aucune raison de croire que ça va vraiment arriver. Donc en fait, il n'est pas, activé. Tu vois, il y croit pas, donc bon, il se dit: «Bon, bah, je me mets pas la pression, quoi». Et ce phénomène dont je parle, c'est pas un délire de hippie, je te parle pas d'hallucination, hein. En fait, c'est les neurosciences qui l'ont démontré. On a ce qu'on appelle un système réticulé activateur. C'est-à-dire que ce qui est important pour toi, si tu es passionné de quelque chose ou si quelque chose est important pour toi à l'heure actuelle, beh, tu vas commencer à voir des signes un petit peu partout. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir, une pensée ou par exemple envie d'acheter quelque chose? Voilà, ça va parler à tout le monde. Tu as envie d'acheter quelque chose en ce moment et comme par hasard, 2 jours après, tu tombes sur le truc, ou tu tombes sur la boutique précisément, où tu voulais l'acheter. Ou en tout cas, tu l'as remarqué. Ou admettons, tu as ton crush, qui a une voiture jaune. Et ben comme par hasard, tu vas commencer à capter toutes les voitures jaunes, dans ton champ de vision. Tu vois? Sans même y faire attention, en fait. Tu as un truc qui se passe en vision périphérique, tu tournes la tête, boum, c'est une voiture jaune. Incroyable. Certaines personnes appellent ça la manifestation. J'ai manifesté ça. Je sais pas si ça te parle, hein, ce terme, mais globalement, c'est quelque chose dont on commence à parler beaucoup en ce moment. Manifester quelque chose, c'est quand, tu penses à quelque chose et d'un coup, ça se manifeste dans le réel. Tu vois? C'est comme si tu l'avais créé de toutes pièces. Mais en fait, non. C'est juste ton système réticulé activateur qui t'a, filtré les informations dans ton champ de vision et dans ton environnement pour capter ce qui est important pour toi et l'amener à ta conscience. Donc tu te rends bien compte à quel point c'est important de se fixer un objectif clair. Parce que même inconsciemment, en fait, tu vas créer des opportunités où tu vas capter des choses, dans ton environnement qui vont t'aider, qui vont contribuer à l'atteinte de cet objectif. Et pour renforcer, ce système, tu dois imaginer ton objectif en détail. Tu vois? Là, je te parle de sport, mais ça peut être n'importe quoi. Tu peux en avoir un objectif financier, un objectif par rapport à ton entreprise ou, un objectif, trouver, une certaine relation. Tu vois, tu as envie de te mettre en couple, mais tu as envie que ce soit tel type de personne. Et donc pour que cet objectif soit clair, tu dois, l'imaginer avec tous tes sens, tu vois? Donc en calisthénie, par exemple, bah, tu vas imaginer la sensation que ça fait. Tu veux une full planche? Quelle sensation ça fait? Imagine-toi en train d'atteindre ce truc. Là, tu es dans la position. Imagine quelle sensation, ça te ferait physiquement et quelle sensation d'accomplissement tu ressentirais en faisant ça, tu vois? Donc ça peut être de la joie, une immense fierté, ce genre de choses et tu dois vraiment ressentir ce truc-là, comme si c'était déjà arrivé. Tu vois, moi, parfois, j'écris à mes abonnés et je leur demande, bah, quel est leur objectif? Et ils me sortent en général des trucs complètement génériques. En fait, ils savent pas de quoi ils parlent et donc ils régurgitent des choses. J'ai l'impression qu'ils ont lu quelque chose et du coup, ils le répètent, mais c'est pas vraiment ça part pas vraiment d'un ressenti personnel. Tu vois? Du genre, je veux un physique fonctionnel, je veux gagner en mobilité, je veux maîtriser mon corps dans l'espace. Tu vois? Mais en fait, c'est générique, on sait pas trop de quoi on parle, en fait. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour toi, maîtriser ton corps dans l'espace? Pourquoi c'est important pour toi? Qu'est-ce que ça t'apporterait de maîtriser ton corps dans l'espace? Quelle satisfaction tu en tirerais? C'est ça le genre de questions qu'il faut te poser, en fait. Moi, la full planche, je l'ai imaginée depuis 2020. J'imaginais la sensation que ça ferait, la sensation d'accomplissement que je ressentirais au moment de le faire. J'ai imaginé même que j'allais faire un tour du monde
et qu'on allait me prendre en photo dans tous les lieux stylés partout dans le monde et je serais en train de faire une full planche. Juste pour le beau geste, voilà, juste pour la belle photo. Mais ça me faisait kiffer de l'imaginer, tu vois. Et cette pensée, pour moi, elle a 6 ans d'ancienneté. Tu vois, et en 2020, je peux te dire que je tenais même pas un équilibre sur les mains. Moi, je faisais un petit peu de street lifting, mais j'avais jamais fait de figure. Et pour moi, enfin, je voyais des gens sur YouTube en train de le faire et ça me semblait vraiment, mais complètement dingue d'être capable de faire une full planche. Et j'y suis arrivé tout simplement, bah déjà parce que j'ai établi le bon programme, et aussi et surtout parce que j'ai eu la vision. Parce que sinon, qui est-ce qui se ferait chier à s'entraîner pendant 6 ans sur un objectif, enfin, tu vois, flou ou alors qu'il est pas sûr d'atteindre? Moi, j'avais la vision et je voulais vraiment le faire, donc j'ai eu la patience d'itérer pendant 6 ans. Donc imagine quelqu'un qui vient me dire, «Ouais, moi, mon objectif, c'est la full planche parce que c'est stylé». Ah OK mec, super, ça fait rêver, hein, ton truc là. Et si tu fais ça juste pour le style, juste parce que tu vas impressionner les copains, bah, moi je pense pas que tu vas avoir la patience de t'entraîner, 3 à 5 ans pour l'obtenir, tu vois? Et je dis pas que le fait d'être attiré par le style, voilà, dire, «La calisthénie c'est stylé donc je veux le faire», je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais ça peut pas être ton seul moteur. Il faut que ça parte de quelque chose aussi de d'interne. Tu peux avoir des motivations externes, rendre fier ta famille, prouver quelque chose à quelqu'un, mais il faut aussi que tu aies une motivation intrinsèque. Et encore une fois, la science l'a prouvé. La motivation la plus forte et qui fait que tu tiens tes engagements, c'est la motivation interne. Parce que la motivation interne, elle ne se fait jamais parasiter par le monde externe. Le monde externe, il peut être en ruine, tout peut partir en couille autour de toi. Toi, ton moteur interne, il te permet de continuer de rester en action. Donc, ton objectif doit être clair. Tu dois l'imaginer en termes de sensations physiques et en termes de mental aussi. Quelles sensations ça t'apporterait, quelle fierté ça t'apporterait, etc. Parce que si tu l'imagines de loin comme ça, c'est quelque chose de flou, c'est en noir et blanc, et tu le vois en fait comme un truc vraiment lointain et impossible à atteindre, il y a aucune chance que tu y arrives, en fait. Donc, il faut vraiment que tu incarnes cet objectif. Bon, une fois que tu as ton objectif, maintenant, tu vas devoir te concevoir un programme. Parce que c'est bien d'avoir la vision, mais si tu te mets pas en action, bah, ça sert à rien. En tout cas, maintenant que tu as un objectif clair, bah, c'est déjà 10 fois plus simple, en fait, d'établir un programme. Parce que tu sais exactement ce que tu veux. Donc, tu as une direction. Il n'y a aucune raison que tu ailles euh, te disperser à droite, à gauche, alors que tu vas aller dans une direction A. Tu vas pas aller vers B ou C ou D. Et donc, en partant du principe que tu as un objectif de figure, nécessairement, il va y avoir des prérequis. Et toute figure ne peut pas s'aborder directement de la même manière. C'est-à-dire que si tu sais pas faire 10 pompes, bah, tu vas pas démarrer un entraînement de planche. Si tu as pas 10 tractions, tu vas pas démarrer un protocole muscle up. C'est logique, il y a des étapes. Donc, on va dire que si tu es parfaitement débutant et que tu n'as pas encore 15-20 pompes et 8-10 tractions, mieux vaut rester sur un entraînement moins spécifique. C'est-à-dire que tu vas pas t'attaquer à une figure tout de suite. Parce que comme tu n'as pas encore suffisamment de force brute, tu seras toujours limité par ta capacité de force. Donc même si tu commences à t'entraîner en planche, mais tu vas être vraiment limité en fait par ta force brute. Tu vois, donc en fait, ça va juste ralentir ta progression. Tu auras plus de risques de blessure et tu vas ramer. Donc il y a plus de chances que tu te décourages. Tu vois, quelqu'un qui sait déjà faire 50 pompes et 25 tractions, bah, il pourra potentiellement attaquer un objectif plus avancé. Même s'il a jamais fait de figure, sa force brute est plus importante. Donc en fait, il aura moins besoin de se renforcer sur les mouvements de base. Il pourra attaquer directement sur du travail spécifique. Mais attention, je suis pas en train de te dire que si tu as pas encore 20 pompes et 10 tractions, il faut que tu sois full muscu. OK, tu peux déjà commencer à travailler un petit peu sur la calisthénie, mais tu vas pas t'attaquer directement aux figures. Tu vas faire un travail de préparation. Ce travail de préparation, il va te permettre de compléter le travail que tu fais en pompe, en dips, en traction, et il va te préparer aux figures et à la fois, il va te permettre d'augmenter ton nombre de pompes, de dips et de traction. Et c'est là où tu vas gagner du temps. Parce que si tu te dis: «Bon allez, je focus sur la musculation pendant 1 an pour arriver à tel nombre de pompes, de dips et de traction et ensuite je commencerai la calisthénie». Bah non mec, parce que là, tu vas perdre du temps. C'est-à-dire que tu auras aucune notion de calisthénie, tu auras aucune, par exemple, tu seras pas habitué aux appuis au sol. Tu vois, tout ce qui est déplacement au sol, sur les mains, et cetera, tu auras pas forcément bossé ton gainage spécifique. Il y a des choses que tu auras pas du tout travaillé, donc ce sera étranger pour toi. Donc dans tous les cas, en fait, tu vas perdre du temps parce que même si tu as la force brute, bah, tu auras aucune notion de calisthénie. Après, il y a certains objectifs, de figure qui demandent pas énormément de force brute, comme le poirier, par exemple. Tu vois, le poirier, ça te demande, certaines qualités comme la coordination, l'équilibre, la proprioception, mais en soi, ça demande pas beaucoup de force. Bien sûr, il faudra que tu en aies un minimum, parce qu'il faut quand même pouvoir, porter son poids de corps, grâce aux bras, aux épaules, aux poignets. Mais ça va pas te demander fondamentalement beaucoup, beaucoup de force. Donc si tu es débutant et que tu as, admettons, au moins 10-15 pompes, bah, ça pourrait être ton premier objectif. Donc tu peux directement commencer à l'intégrer, progressivement dans tes entraînements, en commençant à faire des inversions, de la poussée verticale,
des poussées d'épaule, tu vois? Des espèces de ce qu'on appelle des shrugs, en fait, pour renforcer tes trapèzes, ce genre de choses et tu vois, ça, c'est un travail spécifique. C'est-à-dire que tu vas pas dire: «Bon, je veux le handstand. Le handstand, ça bosse, les épaules et les bras, donc en fait, je vais faire du développé couché». Bah non, mec, c'est pas logique, c'est pas spécifique. Je trouve que le handstand, c'est vraiment une bonne porte d'entrée. C'est-à-dire que ça te demande pas beaucoup de force et à la fois, ça va t'aider, ensuite à aller chercher de nouveaux objectifs. Bah, forcément le handstand push-up, hein, les pompes en équilibre sur les mains et aussi la planche. C'est-à-dire que même si tu as un bon niveau de force, bah, tu devrais quand même commencer par le handstand, le poirier plutôt que la planche. Parce que le poirier, ça va t'aider vraiment à préparer tes poignets et les poignets, c'est vraiment le premier truc qui va morfler, sur les entraînements de planche. Et je sais de quoi je parle, hein. Moi, j'étais assez «fort» entre guillemets en musculation et le premier mouvement que j'ai voulu, avoir, c'était la planche. Donc je suis direct allé sur la planche et je me suis mais démonté, déjà l'insertion, biceps là au niveau du coude et les poignets, forcément. Et c'est finalement quand j'ai décidé de faire un pas en arrière et commencer par l'équilibre, que j'ai pu débloquer ma planche rapidement derrière. Et en plus de ça, si tu as ton équilibre avant d'attaquer la planche, bah, ça te permettra plus de variété dans ton entraînement, de planche. Parce que si tu n'as pas l'équilibre, ça veut dire qu'en fait, tu peux pas travailler toute la partie négative depuis l'équilibre jusqu'à la planche. Donc en fait, il y a une énorme amplitude que tu pourras pas travailler si tu bosses uniquement la planche. Si tu commences par la planche sans avoir l'équilibre, bah, tu vas devoir te restreindre aux planches lean et à la tuck planche. Bah, super, génial, bon courage parce que tu vas bien t'ennuyer, quoi. Donc s'il fallait faire un classement, ce serait d'abord handstand, poirier, ensuite, pompe en poirier, pompe en équilibre sur les mains, ensuite éventuellement la pompe, à 90° en équilibre. OK, donc tu démarres en équilibre, tu descends à la parallèle et tu remontes. Donc ça, c'est déjà quand même vachement plus dur et ensuite la planche, tu vois? Et le poirier, il est accessible à partir du moment où tu as, 10-15 pompes. Même si les pompes, c'est pas très spécifique parce que c'est de la poussée horizontale et le poirier, en fait, c'est de la poussée verticale, ça te donne quand même une certaine idée de, ta capacité de force brute. Sinon, on peut considérer que si tu as à peu près, entre 3 et 5 pike push-up, donc là, on est un petit peu plus spécifique. Si tu as ce niveau-là, bah, clairement, je pense que tu peux tenir sur les mains. Après, évidemment, tu as tout le travail technique, de mobilité au niveau des poignets, au niveau des épaules. Mais en tout cas, en termes de force brute, pour moi, c'est suffisant pour attaquer l'équilibre. Ensuite, on a le muscle up. Donc déjà, là, pareil, il y a des étapes. C'est-à-dire que si tu as pas de 10 tractions, bah, pour moi, tu es en dessous du seuil. Et si tu commences déjà à travailler tes balanciers, et cetera, bah, dans tous les cas, tu seras limité par ta force brute. Potentiellement que si tu as entre 8 et 10 tractions, enfin moins de 10 tractions en tout cas, bah, tu pas beaucoup de force explosive. Donc tes tractions, elles vont être assez lentes. Donc même si tu as la technique, tu vas quand même galérer sur la transition. Donc il vaut mieux attendre d'avoir un meilleur niveau en traction, passer 10 tractions relativement facilement, en amplitude complète et propre avant de commencer vraiment à t'envoyer une programmation spécifique muscle up. D'ailleurs, sache que si tu es en dessous du seuil de 10-15 pompes et en dessous de 10 tractions, j'ai créé justement un protocole pour t'aider à compléter ce gap qui te manque pour y arriver. C'est une programmation sur 12 semaines, spécialement conçue pour les débutants. Donc, même si, disons, tu as à peu près 1 à 2 tractions et 10 pompes, tu peux déjà la démarrer. Et à la fin des 12 semaines, on peut s'attendre à ce que tu aies atteint ce palier, ou presque. Donc évidemment, ça va dépendre si tu es un homme, si tu es une femme, ça va dépendre de ton âge, de tes antécédents de blessures, et cetera. Mais globalement, en 12 semaines, tu as corrigé ta technique, sur tous les mouvements, tu as doublé ton nombre de pompes et tu vas avoir entre 5 et 10 tractions en fonction de ton point de départ. Donc si tu as vraiment démarré avec une traction, tu en auras probablement pas 10, mais tu t'en seras vraiment rapproché et surtout, tu auras une bonne technique. En plus de ça, tu auras progressé en mobilité sur tout le corps et tu auras déjà attaqué les premiers éducatifs pour le handstand et même le front lever. Autrement dit, on aura déjà posé les premières briques. Donc, au-delà de la force brute, en fait, tu auras progressé sur tout. Si ça t'intéresse, tu as le lien vers mes programmes dans la description. Ceci étant dit, moi, ce que je te conseille, c'est d'établir, enfin, plutôt de définir un objectif en poussée et un objectif en tirage. Comme ça, tu as deux mouvements objectifs. À moins que tu veuilles vraiment te spécialiser en poussée ou en tirage, mais à mon sens, c'est quand même moins intéressant et tu as plus de risques, bah, forcément, d'avoir un physique déséquilibré. Donc, ce que je te conseille, c'est d'avoir un objectif en poussée et un objectif en tirage. En plus, ça s'agence très bien. C'est-à-dire que l'un va pas forcément parasiter l'autre. Au contraire, hein, tu peux même faire les deux dans une même séance. Moi, il y a un format que j'aime bien, c'est 3 séances par semaine, toujours en push-pull sur la même séance. Tu vas faire pousser et tirage. Et tu vas faire ça le lundi, le mercredi et le vendredi. Pour chaque objectif, tu vas choisir les 3 exercices qui sont les plus proches de ton objectif de figure. Pas besoin de plus, OK? Plus de variété, ça veut pas dire meilleur programme, OK? On n'a pas besoin d'exotisme, on a besoin de spécificité. Et une fois que tu as défini tes 3 exercices spécifiques de poussée et de tirage, bah, comment tu vas du coup, définir ta séance? Tu vas commencer, admettons, par ton objectif de poussée, donc tu vas faire 3 séries de ton premier exercice de poussée.
Ensuite, tu vas enchaîner avec 3 séries de ton premier exercice de tirage et ensuite tu repasses à la poussée et tu vas alterner les 2 à chaque fois en faisant 2 à 3 prendre 2 minutes de récupération entre chaque série et entre chaque exercice, tu peux prendre un petit peu plus, par exemple 3 à 4 minutes. Aussi, ça dépend du temps que tu as pour ta séance. Donc voilà, ça peut varier, mais on va dire minimum 2 minutes de récupération entre les séries et les exercices. Si vraiment tu veux gagner en force, parce que si tu prends 1 minute 1 minute 30, bah, en fait, tu vas moins pouvoir bosser sur un facteur force. Tu vas être obligé de réduire l'intensité, réduire la charge, et cetera, parce que tu auras pas assez de temps de récup, en fait. Et au niveau de l'intensité que tu vas rechercher sur chaque série, ça va être à peu près entre 7 et 8 sur 10. 1 sur 10, c'est vraiment, trop facile et 10 sur 10, tu es à l'échec musculaire. Donc 7 à 8 sur 10, c'est un bon moyen de pouvoir répéter les efforts dans le temps, et éviter de se cramer direct. Parce qu'il y en a, ce qu'ils font, c'est que, par exemple, ils vont se fixer 4 séries de traction en début de séance et en fait, la première série, ils vont faire un max rep. Donc admettons, ils ont un max à 10, bah, ils vont faire 10 reps et après leur performance, elle va dégringoler de malade. C'est-à-dire que la deuxième, ils vont commencer à faire 8 reps, la troisième, ils vont faire 6 et après, ils vont devoir faire 4 ou 5. Donc en fait, les performances, c'est impossible d'être régulier sur cette base-là, tu vois? Donc si tu te gardes un petit peu de marge à chaque fois, mettons que si tu as un max à 10 tractions, tu vas faire 7 à 8 répétitions par série. Et au final, ton total, il sera plus important sur les 4 séries que tu auras faites. Donc maintenant que tu as ton objectif qui est super clair, que tu as un programme avec les bons exercices soigneusement sélectionnés par rapport à ton objectif, bah, il va te manquer une chose. Et sans cette chose, tu risques d'avoir des problèmes. Cette chose, ça va être la technique. Parce que si ta technique, elle est pas bonne, bah, ta vie est foutue en fait. J'exagère un tout petit peu, le problème, c'est que si ta technique n'est pas bonne, c'est que dès le début, en fait, tu vas ancrer un mauvais pattern de mouvement. Et je vais prendre un exemple concret. Imagine que tu as tenu ta fourchette dans la main gauche toute ta vie. Et demain, je te dis, à partir de maintenant, tu vas la tenir dans ta main droite. Mais quand tu vas commencer à manger et que tu vas vouloir aussi découper ta viande avec le couteau qui est du coup est dans l'autre main, bah, tu vas galérer. Parce qu'en fait, tu auras ancré une habitude pendant des années et du jour au lendemain, tu vas devoir la changer. Donc déjà, bah, tu seras pas habitué à ce format-là. Et comme cette habitude est ancienne, bah, tu n'as plus vraiment de flexibilité. C'est pas comme si depuis gamin, tu avais appris à te servir de la main droite et de la main gauche de la même manière. Ouais, en fait, le cerveau, il adore les habitudes. Et ça, tu le vois particulièrement je trouve chez les personnes âgées. C'est-à-dire que les personnes âgées, elles sont ultra ritualisées. Elles ont leurs emplois du temps. Les choses, elles sont faites à telle heure, toujours dans le même ordre. Ils sont très ritualisés, les vieux. Et si jamais tu bouscules leur planning, alors qu'en vrai, normalement, ils ont le temps, tu vois, ils sont à la retraite, ils ont le temps. Mais si tu bouscules leur planning, eh ben, ils sont pas bien. Tu vois, ils vont paniquer, quoi. Donc, pour la technique d'entraînement, c'est pareil. Si tu prends une certaine habitude et que tu la consolides pendant un temps, ben, en fait, tu vas avoir du mal à la modifier. Et si c'est une mauvaise habitude, si ta technique, en fait, elle est pourrie depuis le début, et que tu la gardes pendant un an, et que moi, après, je viens te dire, ouais, mais mec, il y a ça à changer, il y a ça, ça, ben, en fait, tu vas galérer. Donc, il vaut mieux passer plus de temps sur la technique au début. Ça te permettra, en fait, d'avoir la bonne intention dès le début et le bon pattern de mouvement. Comme ça, après, tu auras pas à le modifier. Il sera déjà ancré. Donc, même si tu as l'impression, en fait, de perdre du temps au début, bah, sur le long terme, en fait, tu en as gagné beaucoup. Et là, la question que tu vas te poser, c'est: «OK, mais comment je sais que j'ai la bonne technique?» Alors moi, j'ai utilisé une technique, particulière. C'est que en fait, bah, j'ai utilisé, comme exemple, les mecs qui faisaient l'exercice comme moi je le voulais. Tu vois? Parce que, par exemple, il y a des gens qui font des planches, bah, j'aime pas leur forme. Il y en a qui font des muscle up, j'aime pas leur forme, je veux pas le faire comme eux, tu vois? Ça veut pas dire qu'ils sont pas forts, mais ils ont leur technique à eux et moi ça me plaît pas. Donc je vais vraiment suivre, les mecs qui ont la technique que je veux et je vais faire du mimétisme, tu vois? Je vais faire exactement la même chose qu'eux. Donc le but, ça va être vraiment d'observer les petites subtilités, même si au début tu vas pas tout capter, en tout cas tu vas essayer de répéter le geste comme eux et petit à petit tu vas capter les petites nuances. Donc tu vas regarder comment eux font l'exercice et ensuite toi quand tu vas faire l'exercice, bah, évidemment, tu vas te filmer. Et même si tu fais pas exactement la même variante qu'eux, parce que eux, par exemple, ils vont être capables de faire une full planche et toi, tu en as encore la tuck planche, mais tu vas quand même, mettre la même intention au niveau des bras, au niveau des épaules, des poignets et cetera. Et entre chaque série, vu que tu as 2 minutes de récup, bah, tu vas pas te tourner les pouces. Tu vas pas, scroller sur Insta. Tu regardes ta vidéo, tu analyses et tu compares avec la personne, qui fait le mouvement comme tu veux. Le mimétisme, c'est con, mais ça marche, hein. Fake it until you make it. Tu vois, c'est comme quand tu essaies d'apprendre une nouvelle langue. Au début, tu vas faire du shadowing, c'est-à-dire que tu vas prendre la vidéo d'un gars qui parle la langue couramment et tu vas répéter bêtement les mots, même sans les comprendre, juste pour assimiler un petit peu la mécanique, l'enchaînement des syllabes, etc. Tu vois, ben là, c'est pareil. Tu copies simplement. Et ensuite, même en essayant de copier, bah, ça va pas forcément être le même résultat, forcément, parce que lui, il pratique depuis des années et toi non. Mais à chaque fois, tu vas essayer de corriger. Tu fais une première série, tu as un tel résultat.
Donc tu as du feedback à chaque fois, tu vois? Et avec ce résultat, tu dis: «OK, lui il fait comme ça, moi je suis comme ça. Il fait un équilibre sur les mains, lui il est droit, moi je suis un peu banane, en fait j'ai la tête un petit peu en arrière comme ça, c'est pas bon. OK, je rectifie un petit peu la trajectoire de la tête» et petit à petit, tu vois, tu vas commencer un petit peu modeler, ta posture et tu vas la modifier progressivement jusqu'à arriver au résultat que tu veux, en fait, tout simplement. Et une fois que tu as trouvé le bon paramétrage, que tu as la bonne position, c'est là où tu dois répéter massivement, OK? Pour vraiment ancrer le pattern dans ton système nerveux. Il y a que la répétition qui va te permettre d'automatiser le geste. Maintenant pour toi, marcher, mettre un pied devant l'autre, c'est normal, tu as même pas besoin d'y réfléchir, tu vois? Tu veux aller d'un point A à un point B, bon, bah, tu prends tes jambes et tu marches. Mais sache que, ben, forcément, il y a eu un moment dans ta vie où, tu savais pas marcher et tu essayais de te lever, tu faisais un pas et tu tombais et tu as dû répéter, répéter, répéter et te casser la gueule 10 000 fois jusqu'à, en fait, arriver à marcher 1 mètre, puis 2 mètres, puis 3 mètres et maintenant, c'est normal, tu as même plus besoin d'y réfléchir. Bah, pour ancrer un pattern de mouvement en calisthénie, c'est la même chose et dans n'importe quel sport, en fait, dans n'importe quelle activité et si jamais tu veux gagner encore plus de temps, et avoir un œil extérieur de quelqu'un qui est déjà passé par là et qui connaît justement les subtilités, et qui va te corriger, bah, tu as toujours la possibilité de te faire coacher évidemment. Comme ça, tu auras un feedback immédiat et ça te permettra de corriger tout de suite sans vraiment avoir à chaque fois à réfléchir et à te faire tes propres déductions. Donc soit tu prends un coaching, soit tu investis dans un de mes programmes par exemple, pour avoir les tutoriels exacts et les bons exercices directement, pour corriger ta technique et ancrer le bon pattern en prenant le minimum de risques. Ceci étant dit, maintenant qu'on a un objectif clair, qu'on a défini notre objectif de mouvement en fonction de nos capacités actuelles, bah, il va falloir qu'on puisse établir un système de progression durable. Parce que c'est bien beau d'avoir les bons exercices, le bon mindset, la vision, et cetera, mais si on ne fait pas évoluer son programme pendant plusieurs mois, bah, on va pas progresser en fait. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir progresser concrètement au poids de corps? On va avoir plusieurs options. Donc la première, c'est augmenter les répétitions. Comment on augmente les répétitions? Bah, en général, on va en ajouter une par semaine. La semaine 1, tu vas faire 3 séries de 6 répétitions sur un exercice et ben la semaine d'après, tu vas essayer de faire 3 fois 7. Et si c'est pas 3 fois 7, ça va être, 2 fois 6 et 1 fois 7. Tu vois, ça peut être comme ça aussi. Ça dépend où tu en es du processus, ça dépend de la marge que tu avais la semaine d'avant sur tel exercice et du coup, bah, tu vas pas pouvoir forcément rajouter à chaque fois une répétition sur toutes les séries. Donc si tu arrives pas sur toutes les séries, c'est pas grave, c'est loin d'être un échec. Si déjà tu arrives à rajouter une répétition sur au moins une série, tu es déjà sur de la surcharge progressive, donc c'est bon. Si tu es sur un exercice en isométrie, donc un exercice, immobile, on va dire un exercice de maintien comme un handstand, une planche ou un front lever, bah, là, du coup, c'est pas le nombre de répétitions que tu vas augmenter, mais c'est le nombre, enfin le temps sous tension. Donc là, en général, ça va être 2 secondes, par semaine. Ensuite, tu as l'option aussi d'augmenter le nombre de séries. Par exemple, semaine 1, tu vas faire 3 fois 6, semaine 2, 3 fois 7, semaine 3, 3 fois 8 et semaine 4, par exemple, tu peux redescendre à 6 reps, mais rajouter une série. Donc tu vas faire 4 fois 6 et cetera. Donc ça, c'est un bon moyen de voir si tu progresses, en fait, de compter le nombre total de répétitions que tu fais sur un mouvement. Et l'idée, c'est qu'au fil des semaines, bah, tu augmentes progressivement le nombre total de répétitions. Comme je t'ai dit, si tu gagnes une rep par semaine, c'est déjà de la surcharge progressive. Tu vas stresser davantage ton organisme, donc tu vas créer de l'adaptation, ok? Et il y a des mouvements où tu pourras difficilement ajouter une rep sur tes séries selon leur complexité. Par exemple, moi en ce moment, je bosse sur les planches push-up. Je peux pas ajouter une répétition chaque semaine. C'est trop difficile. Donc en général, ce que je fais, c'est soit je reste exactement sur le même nombre de répétitions jusqu'à ce que ça me semble facile. Donc je vais jouer vraiment sur le niveau, sur l'effort ressenti, hein, ce qu'on appelle le RPE. Donc c'est vraiment l'échelle d'effort de 1 à 10. Donc avant d'augmenter le nombre de répétitions, bah, en fait, je vais réduire ce ressenti. Par exemple, semaine 1, je vais être à 8-9 sur 10. Semaine 2, je vais viser 8 et ensuite semaine 3, peut-être je suis toujours sur le même nombre de répétitions la semaine 3, mais par contre maintenant, c'est difficulté 7 sur 10. Donc la semaine d'après, je vais pouvoir ajouter une répétition. Donc il y a cette option-là ou alors sinon j'utilise la technique du rest pause. Donc c'est-à-dire que si je veux ajouter une répétition, je fais ma série normale et ensuite je marque une pause entre 10 et 30 secondes, puis j'ajoute une répétition. Et cette répétition, je la compte dans la même série, même si j'ai marqué une pause. Donc c'est un moyen d'appliquer la surcharge progressive. Donc tu vas augmenter comme ça progressivement, peu importe la technique que tu utilises, en fait, tu vas pouvoir à chaque fois rajouter des séries, des répétitions, et cetera. Et à un moment donné, bah, ça va bloquer. Tu vois, il y a un moment donné où en général, ça va bloquer. À ce moment-là, soit tu redescends les reps et tu utilises une charge plus élevée ou un élastique plus résistant, soit bah, tu vas ajouter une série à ton exercice pour augmenter le nombre total de répétitions, etc. Ensuite, tu as aussi l'option de jouer sur les temps de repos en les réduisant progressivement ou au contraire en les allongeant pour pouvoir effectuer des mouvements plus complexes. Donc là, tu vas jouer plus sur des facteurs nerveux, hein. Si tu as besoin vraiment de gagner en force sur un mouvement, bah, généralement, tu vas avoir tendance à prendre plus de récupération entre les séries. Et comme tu vas prendre plus de répétitions entre les séries, tu vas pouvoir déployer plus de force sur ton mouvement. Donc potentiellement, bah, soit tu peux ajouter des répétitions, soit tu vas pouvoir complexifier l'exercice et passer sur une variante un petit peu plus difficile.
Et ça va être la principale difficulté en calisthénie parce qu'il faut connaître précisément toutes les étapes de progression pour savoir, quelle est l'étape 1, 2, 3, et cetera. En général, dans les tutoriels, les coachs, ils font un petit peu les mythos parce qu'ils vous décortiquent les mouvements, mais en fait, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que tu vas pas passer, par, la tuck planche, advanced tuck, straddle planche, et cetera. C'est pas aussi simple, en fait. Il y a plus de subtilité. En général, en fait, il y a des progressions intermédiaires entre la tuck planche et l'advanced tuck et entre l'advanced tuck et la straddle. En fait, il y a toujours 2-3 exercices que tu peux rajouter et ça va te permettre de faire le pont entre, ces variantes-là, tu vois? D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai inclus dans mes programmes sur la plateforme Calimaster. Là, je peux pas t'en faire le résumé parce que, ça prendrait trop de temps. Mais si je peux te donner un conseil, au lieu de regarder des tutoriels d'influenceurs, tu devrais plutôt t'intéresser à la biomécanique, c'est-à-dire connaître les muscles et leurs actions respectives. En connaissant le fonctionnement des muscles, tu comprends le mouvement. Donc tu apprends à transposer ces connaissances en exercices concrets sur le terrain. C'est-à-dire que tu n'es plus, spectateur et quelqu'un qui copie, mais tu deviens un créateur. Tu trouves tes propres exercices. Tu as une chaîne YouTube qui est géniale pour ça, c'est Anatomie 3D Lyon. Lyon comme la ville de Lyon. Ils proposent plein de vidéos sur des sujets précis du genre anatomie de l'épaule, anatomie des abdos, etc. Et tu comprends exactement leur fonctionnement grâce à des modèles 3D. Moi, c'est comme ça que je me suis formé en biomécanique. Tu crois peut-être que j'ai appris ça à la fac, mais mon prof était un énorme connard, hein, désolé du terme, mais il rendait ça volontairement compliqué juste pour nous larguer. Il était pas du tout pédagogue, donc en fait, j'ai arrêté d'aller à ces cours de merde et j'ai charbonné à la maison pendant des heures et des heures jusqu'à ce que ça rentre. Voilà, c'est la petite parenthèse, mais je te conseille vraiment de t'intéresser à la biomécanique, c'est game changer. Ce que tu devrais intégrer aussi, c'est le fait de te fixer des seuils de progression. C'est-à-dire, quand j'atteins X répétitions propres, je passe au niveau suivant. Tu vois? On n'est pas là pour rush, on n'est pas là pour griller les étapes. Tu te fixes un objectif et seulement une fois que tu as atteint ce palier, tu passes à la variante d'après. Généralement, si tu sais tenir une position environ 10 à 15 secondes ou tu sais faire 4 à 6 répétitions d'un mouvement, tu as la capacité de passer à l'étape suivante. C'est pas une règle absolue, mais en général, ça fonctionne. Et pour terminer, un des éléments les plus importants, tu dois tenir un journal de bord. Parce que sans ça, tu pourras jamais te rappeler de tout ce que tu as fait sur ta séance. Le nombre de répétitions, les temps de repos, le ressenti que tu as eu sur tel ou tel exercice, tu t'en rappelleras, mais jamais. Donc le journal de bord, il te permet de savoir exactement où tu en es. Avant de démarrer chaque séance, tu ouvres ton journal de bord. Ça peut être dans les notes de ton téléphone, par exemple, et tu sais exactement ce que tu as fait la séance d'avant. Donc tu sais que c'est ça le niveau que tu dois dépasser aujourd'hui. C'est simple, ce qui ne se mesure pas ne progresse pas. Donc si demain, tu dis: «Je veux perdre 5 kilos de gras sans perdre de muscle», mais qu'en fait tu comptes pas tes calories et tes macronutriments, comment tu vas faire, mec? Tu vas faire 100 au feeling et forcément, il y a une marge d'erreur. Alors que si tu traques ta progression, en fait, tu sais exactement où tu en es en temps réel et tu gardes le contrôle sur ta progression. Ça, c'est vraiment primordial, OK? Vraiment journal de bord, tu le fais et c'est tout. Donc comme pour chaque épisode, je te laisse avec un petit devoir maison. Donc cette semaine, tu vas écrire ton objectif clair, choisir ta fréquence d'entraînement optimale. Donc moi, comme je te le suggérais, c'était plutôt 3 séances par semaine. Mais voilà, c'est mon avis. Je pense que c'est faisable pour la majorité des gens, mais c'est peut-être pas faisable pour toi. Donc établis une fréquence que tu es certain de tenir, OK? Pas la fréquence que tu penses être la meilleure ou quoi. C'est vraiment la fréquence que tu es capable de tenir, que tu es certain de tenir. Ensuite, tu vas lister tes 3 à 5 exercices de base pour chaque, mouvement objectif. OK, donc ça va être vraiment, les exercices les plus proches de ton mouvement. N'oublie pas qu'on vise la spécificité. On n'a pas besoin de fioritures, OK, on n'a pas besoin d'exotisme, tu vas à l'essentiel. Voilà, c'était tout pour moi et sur ces paroles, je te laisse. Merci à toi de m'avoir écouté et surtout continue de bâtir. Ne subis pas.